Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Prévu démarrer ce 24 janvier 2023, le paiement de pension retraite à la Caisse nationale de sécurité sociale n'a pas été effective. La promesse faite par le président Ali Bongo Ndimar lors de son adresse à la nation suscite des interrogations. Nouvellement nommé à la tête du gouvernement, Claude Billy-Binze obtient la confiance des représentants du peuple à 91% après sa déclaration de politique générale. Enfin, à l'étranger, en République démocratique du Congo, des violents affronts entre les forces armées régulières et l'ADF font une vingtaine de morts à l'est du pays. Nous ouvrons cette édition d'information avec cet accident de circulation survenu cet après-midi au centre-ville. Bilan de cet accrochage, aucune perte en vies humaines, mais la moto et le véhicule ont connu des chocs considérables, comme vous pouvez le voir sur ces images. Écoutons à présent le propriétaire de la moto au micro de la stagiaire Ruth Matsanga. Je sortais là, j'ai regardé premièrement d'abord le bas. Quand je regarde le haut, directement, quand je regarde le haut, je me rends compte que j'étais déjà en avant et directement elle passe en allure, pum, parce que moi je partais tout droit. Ça arrivait directement, je suis entré. Nous deux en fait, nous sommes entrés en collision. Bon, par la suite, on ne déjoue pas la loi doit faire ses preuves. Quand il faut respecter la loi. On ne prévoit pas l'accident. L'accident, quand ça vient, il faut seulement être clément et véridique en tout ce qu'on fait. Et on va voir comment on va gérer ça dans les mesures brèves de la loi sans toutefois donner tort à quelqu'un parce que l'accident arrive. Les arriérés de pension retraite, l'un des points évoqués par le chef de l'État gabonais lors de son discours à la nation. Le 31 décembre dernier, l'effectivité du paiement était prévue pour ce mardi 24 janvier. Le flou persiste encore autour de cette action faite par le chef de l'État. Le constat a été fait par Jessica Onjoa. Les retraités sont arrivés au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale en vue de rentrer en possession des pensions retraite, comme annoncé par le président de la République lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier. Sur place, c'était un désert total. Les caisses, les salles étaient vides. Ici, aucun paiement n'est visible. Selon certains responsables de l'entreprise, le lieu de paiement aurait été délocalisé. Un constat qui bouleverse les personnes du troisième âge. Je suis venu à la caisse pour prendre ma pension. Je n'ai pas trouvé mon nom. Ça fait plusieurs fois que je viens ici, je ne trouve pas mon nom. 7 ans déjà. Je ne fais que des va-et-vient. Même là où je suis là, je suis fatigué. Je ne sais pas comment je vais marcher. Il n'y a pas d'argent. Oui, ça fait longtemps. Je n'ai pas trouvé mon nom. Le règlement concernant les arriérés de pension retraite ne semble pas prendre en compte plusieurs retraités. Une réalité à laquelle fait face ces personnes âgées, chez qui le désespoir occupe une place de choix. Ouf de soulagement pour les élèves et les habitants de Bikélé, lycée public dans le 3e arrondissement de la commune de Toum. Les travaux de réhabilitation avancent à grands pas et des travaux qui suscitent la joie des habitants de cette localité. Le constat est fait par Jessica Onjoa. Le plan d'accélération et de la transformation nous conduit au lycée de Bikélé, où la route est en voie de réhabilitation. Les travaux de pavage qui s'effectuent rendent visiblement cet endroit accessible. Non, par rapport aux années antérieures, le lycée de Bikélé sera mieux, la route sera bien, il y aura beaucoup d'accès et tout, aux voitures, ce sera déjà mieux, il n'y aura plus de boue et tout. Vraiment difficile, il y avait trop de boue, les élèves venaient même en babouche et tout, donc ce moment-là, marcher sur les pavés, ça fait vraiment du bien et tout. Une accessibilité pour le bien-être des élèves, le corps enseignant, les habitants du quartier, mais également pour les usagers qui empruntent au quotidien ce chemin. Mieux vaut tard que jamais. C'est une
une aubaine, c'est une très bonne chose que nous accueillons de deux bras, pourvu que ça aille jusqu'à la fin. Mais le début, c'est trop difficile, mais ça a démarré déjà, ça nous fait du bien. Nous avons appelé cela de vive voix et Dieu a exaucé nos prières, pourvu que le reste suive également. Parce qu'il y a des bretelles qui n'ont pas été couvertes et que nous souhaitons que ça aille les deux bouts. On ne peut pas mettre les pavés d'un côté et laisser l'autre côté pour compte. Alors là, les populations ne seront pas du tout contentes. S'il y a une boucle qui joue les deux bouts, ça nous fera du bien. Mais comme il est dit que c'est un seul côté, eh bien, ça nous fait un peu de l'angoisse, nous avons un peu peur, on hésite, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut acclamer les deux mains? Mais pour l'instant, nous acclamons d'une main. En cette nouvelle année, plusieurs quartiers de Libreville, ses environs et même les localités du pays seront impactés par le projet de construction et de réhabilitation des routes, comme annoncé par les plus hautes autorités du gouvernement. En marge de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binze s'est prononcé sur les préparatifs de prochaines échéances électorales dans le pays. Je vous propose de suivre un extrait. 9. Le 9e point, honorable député. Nous traiterons des questions électorales, de la carte d'identité et d'autres questions régaliennes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous allons connaître cette année 2023 la tenue de 3 consultations électorales. L'élection du Président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et celle des conseillers municipaux et départementaux. Il s'agira d'un défi majeur lancé à la classe politique dans son ensemble et aux citoyens gabonais en général. Par sa tradition de paix et de stabilité, notre pays doit aborder ces échéances avec sérénité, car le Gabon que nous aimons, le Gabon est notre destin commun et le Gabon est notre avenir. C'est pourquoi, désireux d'établir un climat apaisé, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a bien voulu appeler à une concertation politique, à laquelle un nombre important de partis politiques et de personnalités ont déjà répondu favorablement. Le gouvernement s'emploiera, pour ce qui est de ses missions, à réunir toutes les conditions pour la tenue de cet important moment d'échange et de partage, moment d'idées entre Gabonaises et Gabonais. C'est le lieu d'appeler à nouveau à la responsabilité de tous et de chacun. Éducation à présent, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité, c'est le thème de la 5e édition de la Journée internationale de l'éducation célébrée ce 24 janvier. Le Gabon est-il en marge de cette célébration? Tentative de réponse dans cet élément de Maya Medza. L'éducation est un point important pour l'humain, un bien public et une responsabilité publique. Sans une éducation inclusive et équitable de qualité, il n'y a point de garantie. Comme chaque année au Gabon en particulier et dans le monde en général, la journée de l'éducation est célébrée, occasion pour les acteurs de faire un bilan dans ce secteur. Je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, les années passent et se ressemblent, curieusement. Parce qu'il n'y a pas eu une année au sein du ministère de l'Éducation nationale où il n'y a pas eu de remous. Tant les problèmes sont nombreux et les solutions tardent à venir de manière pérenne. Donc l'année passée a été une année avec beaucoup de soubresauts parce que nous avons observé une grève de 3 mois qui a permis de quelques améliorations dans le secteur. Comme perspective, le respect du calendrier scolaire. Dans notre pays, les élèves ont eu droit à une année scolaire normale. En dehors du bon déroulement du calendrier et l'absence à répétition des grèves, on peut également relever le projet d'investissement, la sortie de terre et la réhabilitation de 15 établissements dans le Grand Libreville. Nous avons depuis 2012
déposé un cahier de charges qui effectivement parlait explicitement de la fonction de l'état de classe, mais également de la formation du personnel. Cela a pris un peu de retard, et ce qui a même permis au Gabon de signer avec l'AFD un contrat dans le cadre du projet PIS, des constructions scolaires et des réhabilitations. L'éducation doit être une priorité pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Pour cette année, l'UNESCO a donc dédié cette journée aux filles et aux femmes en Afghanistan qui sont privées de leur droit à l'éducation. Porté à la tête de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation au mois de novembre dernier, quels sont les challenges, les défis, la nouvelle dynamique de cette plateforme syndicale? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alain Mangouadi, délégué national de la CONACYCED. Alain Mangouadi, je prononce bien? Délégué général de la CONACYCED. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, on entame justement. Alors, comment se porte la CONACYCED aujourd'hui? Bien, la CONACYCED se porte très bien, même si depuis plus d'1 an, nous avons perdu notre ancien délégué général. Mais nous avons fait le congrès ordinaire le 30 novembre dernier. Et depuis lors, nous sommes en organisation, nous nous organisons. Donc, nous avons déjà mis en place les différentes commissions qui contribuent à la gestion de notre organisation. Et les commissions, est-ce qu'on peut les savoir déjà? Oui, il y a le commissariat aux comptes et puis il y a la commission des conflits, qui est une commission importante qui nous aide à régler le fonctionnement interne et à peser le climat, parce que je rappelle que la CONACYCED, c'est un regroupement de syndicats. Et nous avons également élaboré notre cahier des charges, dont l'aboutissement a été l'Assemblée générale de samedi dernier. Ce cahier des charges a bel et bien été validé par la base de la CONACYCED. Alors revenons un peu sur les différents syndicats qui composent la CONACYCED aujourd'hui. Lesquels Bon, nous avons 7 syndicats. Il y a la FESENA, il y a le Sénat, il y a le SNEPS, qui est le syndicat des enseignants DPS, il y a le Cinetec Pro, qui est un syndicat de l'enseignement technique, il y a le SINAP-TP, qui est un autre syndicat de l'enseignement technique, il y a le SAEG, il y a également un syndicat du ministère de la formation professionnelle, qui fait également partie du secteur éducation. Donc ce sont 7 syndicats qui se sont organisés, qui m'ont hissé à la tête de notre organisation. Est-ce que vraiment entre vous, dans les rapports, c'est-à-dire avec les différents syndicats, est-ce que tout se passe vraiment bien en interne? Bien sûr, je crois que c'est ça la démocratie. Lorsque vous êtes différents dans votre organisation, le plus important, ce sont les valeurs qui sont censées vous guider. Et la CONACYCED est un exemple en matière de démocratie. Ça a été démontré pendant la dernière élection. Ceux qui ont perdu se sont mis en marche. Et aujourd'hui, nous œuvrons pour faire que l'enseignant et l'agent du secteur éducation soient pris en compte. Alors, il faut dire que le secteur éducation aujourd'hui est un secteur très sensible avec, on va dire, des difficultés, des problèmes presque chaque année. Mais il est constaté quand même que cette année, il n'y a pas eu trop de tensions. Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que plus ou moins le gouvernement a fait quand même un effort de mettre de l'eau dans le vin pour apaiser un peu les tensions qui règnent au sein de ce secteur? Bon, je pense que ce sont les syndicats qui ont été plus ou moins compréhensifs. Nous sommes sortis d'une grève en 2021. Nous avons laissé le temps au gouvernement de faire évoluer les choses. Ils ont organisé le concours interne, c'est déjà une bonne chose, sauf que plusieurs points de ce cahier de charges qui avaient été déposés sont toujours en rade. Nous avons les situations administratives, nous avons le paiement de rappel que nous avons été obligés de ramener dans notre nouveau cahier de charges, parce que les enseignants, quand on accède à un emploi, c'est pour bien vivre. Et nous constatons malheureusement que beaucoup d'agents accèdent à un emploi et ils deviennent de plus en plus misérables parce que les ressources qui sont censées leur permettre de vivre au quotidien ne viennent pas. Parce que la loi dit qu'un agent public a droit à une juste rémunération. Et cette juste rémunération dépend de tous les émoluments qui apparaissent dans le salaire. Donc le point d'indice et tout ce qui va avec. Sauf que notre gouvernement se contente souvent de recruter les agents publics, leur donne un salaire de stagiaire, et ce salaire de stagiaire, nous le gardons pendant 15, 20 ans. Donc nous estimons que c'est une grosse injustice, que nous souhaitons qu'elle soit réparée, et c'est pourquoi la base a estimé que les 2 points qui doivent apparaître dans ce cahier de charges, c'est essentiellement les situations administratives, donc la régularisation de toutes les situations administratives et le paiement de la paie.
Alors, vous avez déposé un cahier de charge ce matin à la primature. Il a été déposé hier à la primature, comme convenu au niveau de l'Assemblée générale. Comme je l'ai dit, la base nous a donné un chronogramme d'activité. Ce chronogramme d'activité commençait avec le dépôt du cahier de charge que nous avons fait hier à 13h au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, en dehors justement de ce premier point, est-ce qu'il y a d'autres actions prévues? Lesquelles sont? Si oui, lesquelles sont? Bon, déjà dans les points, j'ai dit il y a le paiement des rappels, parce que je tiens à rappeler que les rappels sont également une incongruité de l'administration gabonaise. Parce que lorsque vous êtes au privé, toutes les fois que vous allez gravir les échelons dans l'administration, votre salaire va augmenter. Sauf que dans l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos salaires restent fixes, et quand les situations administratives sont réglées, le gouvernement doit de l'argent aux agents publics. Cet argent devrait être payé, comme ça se fait automatiquement dans certaines administrations, comme dans les forces de défense et de sécurité, comme au niveau du ministère de la Justice, mais au niveau des autres agents publics, comme les enseignants, c'est souvent payé des années plus tard. Donc nous souhaitons que cet argent qui nous est dû par l'État gabonais nous soit payé, et nous avons demandé une enveloppe de 20 milliards pour le paiement de ces rappels, et ces 20 milliards seraient renouvelés tous les ans, tant que la dette n'aura pas été apurée. Donc, c'est parmi un de ces points. Et nous sommes également accordés avec la base sur notre chronogramme d'activité. Donc, avec la base, nous sommes accordés de nous retrouver le 4 mars 2023. Et entre-temps, la CONACYCED va se mettre sur le terrain pour sensibiliser, pour une tournée nationale, pour inviter les enseignants et les agents du secteur à se mobiliser derrière ce cahier de charges. Parce que c'est quand nous nous mobilisons que nous pouvons obtenir les victoires. Je tiens à rappeler que dans tous les mouvements que nous avons menés, quand les enseignants se sont mobilisés, nous avons toujours obtenu gain de cause. Et lorsque certains se contentent de faire semblant, de faire grève... Et pourtant, vous l'avez dit, c'est depuis 2021, quasiment que les mêmes problèmes ne font que revenir en surface. Pourtant, vous avez déposé le même cahier de charges auprès des autorités. Est-ce que vous avez l'impression de n'être pas écouté? Nous ne sommes pas écoutés, mais nous avons changé de paradigme. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, la stratégie a changé. Avant, c'est le bureau qui venait donner le cahier de charge à la base. Aujourd'hui, nous avons demandé à la base de valider ce cahier de charge. Et la base, qui a le pouvoir, a l'obligation de soutenir ce cahier de charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de venir en Assemblée générale dire que nous voulons aller en grève. Il faut montrer son engagement. Cet engagement commence par la mobilisation aux Assemblées générales. Cet engagement va se poursuivre par les contributions à la tournée nationale qui sera organisée d'ici là. Le plus important, c'est que ceux qui sont en face de nous, ceux qui ont la décision, comprennent que chaque enseignant, que chaque agent du secteur éducation soutient la CONACYCED et qu'ils exigent que leurs droits soient respectés. Alors, Alain Mongwadi, alors vous avez déposé un cahier de charge à la primature. Disons que si vous n'êtes pas encore cette année écouté, quelle serait la prochaine réaction, sinon la prochaine étape de votre convention syndicale? Alors, il y a, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, il y a une tournée nationale qui va commencer d'ici la fin de ce mois pour interpeller les enseignants, pour leur demander de se mobiliser et de ne pas avoir peur, parce que souvent, certains ont peur de la subvention de salaire. Nous sommes en train de réfléchir sur les stratégies, comment contrecarrer toutes ces actions. Et nous avons rendez-vous avec la base qui va évaluer l'attitude du gouvernement. Si le gouvernement a répondu favorablement, c'est-à-dire nous convie à une négociation, parce que je rappelle que nous ne sommes pas en grève, nous avons seulement déposé le cahier de charges. Logiquement, le dépôt de ce cahier de charges devrait suivre une rencontre avec le Premier ministre et ses collaborateurs pour que nous nous asseyions et voir comment nous allons nous accorder sur un chronogramme. Et si d'ici le 4 mars, le gouvernement n'a pas réagi, en ce moment, la base se prononcera sur cette attitude que le gouvernement a. Mais c'est quand même une année très sensible, il faut le dire, avec, on va dire, les échéances électorales à venir. Est-ce que vraiment la démarche sied à cette période très sensible, dans la mesure où, si vous n'êtes pas écouté, est-ce que d'une certaine manière, ça ne va pas paralyser, on va dire, les cours qui ont déjà été entamés et l'avenir également des enfants? Nous sommes conscients de cela. Je crois que ce sont ceux qui dirigent, qui doivent penser que l'agent public ne doit pas être le sacrifié de la République. J'ai énuméré des choses tout à l'heure. Les agents publics sont clochardisés. Leurs salaires sont pris en otage. Et le gouvernement a l'obligation de redistribuer les richesses gabonaises. Nous savons qu'il y a une manne qui a été payée aux partis politiques. Nous savons que les élections coûtent de l'argent. Nous avons entendu dire 100 milliards de francs CFA pour l'organisation. Les agents publics et les enseignants également veulent leur part.
veulent leur part. Nous voulons... Dans la PIF, est-ce que vous ne possédez pas déjà... Non, la PIF, c'est un acquis. Je rappelle que c'est de l'argent que l'État gabonais nous doit. L'État gabonais nous clochardise, c'est-à-dire qu'ils ont développé une stratégie en nous recrutant, en nous gardant avec des salaires très bas, en trouvant des raisons qu'il n'y a pas d'argent au Gabon, mais il y a de l'argent pour faire autre chose, sauf pour payer ce qui revient aux enseignants. Alors, il faut dire que vous êtes un des représentants de la plus grande plateforme de secteur de syndicats de l'éducation nationale au Gabon. Le problème de recrutement interne, le problème également de retraite au sein du secteur éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre secteur, on va dire qu'il n'y a pas une sorte de souffrance en termes justement des personnes qui vont à la retraite et puis celles qui devaient être employées? Vous avez évoqué le droit à l'éducation tout à l'heure avec la journée mondiale. J'ai l'impression que le gouvernement gabonais ne fait pas l'éducation une priorité. Quand on fait l'éducation une priorité, on met les ressources nécessaires pour développer l'école gabonaise. Et l'école gabonaise... Excusez-moi, vous pouvez dire ça, le gouvernement quand même essaie de faire une effort. Évaluons. Hier j'ai assisté à un atelier. Quel est le montant investi pour développer le système éducatif? J'ai assisté à un atelier hier. La part, quand on prenait le cas du pré-primaire, 30%, l'État ne prend en charge que 30% des élèves à scolariser au pré-primaire. Et 70% sont au privé. Donc, ça veut nous dire que les ressources que l'État met pour le financement de l'éducation au Gabon ne sont pas encore à la hauteur. Il faut donc les augmenter. Et quand on parle de ressources, on parle aussi des ressources humaines. Les ressources humaines doivent également être prises en compte. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, des recrutements. Il y a des enseignants qui ont été formés à l'école normale supérieure. Il faut que le gouvernement augmente le nombre d'agents qui sont mis en solde. Il faut que le gouvernement organise les concours internes et externes pour rajeunir les troupes. Oui, le concours interne a été organisé, sauf qu'il avait été bloqué pendant plusieurs années. Il devrait y avoir un renouvellement d'enseignants et d'agents ou encore du personnel au niveau du secteur d'éducation. Il faut recruter tous les 2 ou 3 ans, il faut organiser le concours interne et le concours externe. Parce que vous avez dit qu'il y a chaque année des enseignants qui vont à la retraite. Il faut numériquement remplacer ces enseignants. Alors revenons également, parce que vous faites partie également des grands défenseurs de la personne de Jean-Rémy Yama, puisque la CONACYCED appartient à Dynamique Unitaire. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous? Qu'en est-il de la situation de Jean-Rémy Yama aujourd'hui? Nous sommes toujours mobilisés. Les avocats de Jean-Rémy Yama ont fait une communication la dernière fois et nous constatons malheureusement que ceux qui détiennent la justice au Gabon ne veulent pas lire nos droits. Jean-Rémy Yama, au départ, avait été poursuivi pour abus de confiance. Aujourd'hui, les charges ont changé. Nous souhaitons que Jean-Rémy Yama soit jugé et qu'il soit libéré. Parce que nous savons qu'il a été incarcéré de manière injuste. Nous souhaitons tout simplement que le droit soit dit au Gabon. Vous dites que vous êtes mobilisé autour justement de sa libération. Cette mobilisation s'est faite comment aujourd'hui? Quels sont les actes que vous entreprenez pour permettre à ce que ce syndicaliste aujourd'hui retrouve sa liberté? Nous sommes en contact avec les contacts sur le plan mondial, sur le plan international, avec les avocats de Jean-Rémy Yama. Il y a des actions qui sont encore pour le moment menées en souterrain, mais ce que nous voulons, c'est que Jean-Rémy Yama, qui est un syndicaliste, qui est un camarade, qui est un frère, soit libéré. Sa place, c'est parmi nous pour se battre pour les droits des travailleurs et non en prison. Alors, Alain Mongwadi, vous êtes, on va dire, le nouveau délégué général de la CONACYCED. Alors, quels sont aujourd'hui pour vous vos challenges, vos défis pour mener à bien, on va dire, la mission qu'avait déjà commencé un de vos précédents? J'ai cité Patrick Lumumba. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'était déjà de restructurer l'organisation. Nous avons changé les paradigmes, comme nous avons dit. La base est impliquée à tous les niveaux. Et mon rôle, à moi en tant que délégué général, c'est d'aller renouer ce contact avec la base. Le Congrès avait dit qu'il y avait un écart, il fallait repartir vers cette base, d'où les tournées nationales, et faire prendre conscience à l'enseignant que personne d'autre ne viendra se battre pour lui si ce n'est lui-même. C'est lui-même qui doit être l'acteur de l'amélioration de sa condition de vie. L'État gabonais prive les enseignants de plusieurs de leurs droits. Ils ont d'abord l'obligation de prendre conscience de ces droits et de se lever comme des soldats pour dire non à ces injustices. Merci Alain Mongwadi d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition d'information. Certainement, nous aurons l'occasion d'épiloguer un peu en profondeur cette question.
lors de nos prochaines rencontres. La suite de cette édition d'information, lors de notre édition de la mi-journée, notre journaliste Roland Jacou recevait le président du secteur éducation de l'université Omar Bongo le SNEC. Je citais Ovono Ebe, autour de quels ils ont échangé sur les questions des difficultés auxquelles sont confrontées cette grande institution. Je vous propose de suivre un extrait. Je vais toujours revenir au début de l'année 2020. Lorsque nous arrivons à la tête du SNEC UOB, c'est en plein Covid. Nul n'ignore que toutes les universités, tous les établissements ont été fermés le 12 mars 2020. Bizarre coïncidence. Le 12 mars 2020, alors il était question de redémarrer les activités au sein des établissements, et principalement à l'UOB. Il y a eu une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les principaux responsables et partenaires des établissements de l'enseignement supérieur. La rencontre a eu lieu à l'IUSO, à Stéphane. Le SNEC avait proposé en son temps que plutôt que de chercher à relancer les activités pour le compte de l'année 2019-2020, les relancer en mai, il fallait mieux blanchir cette année. Penser à la reconstruction de l'université Omar Bongo. Quand je parle de reconstruction infrastructurelle, reconstruction juridique, reconstruction administrative, et redémarrer l'année 2020-2021 sereinement. Et ce qui n'allait pas condamner le Gabon auprès des institutions internationales, puisque le monde entier savait que la pandémie devait avoir des incidences néfastes sur le fonctionnement des établissements, des institutions. Donc, nous avions proposé à l'époque à la tutelle de se saisir de cette occasion pour tout reprendre, tout remettre à plat pour commencer une nouvelle année 2020-2021 en septembre. Ça avait été refusé. Et je vais ici dire vraiment mot pour mot ce que le ministre m'avait répondu à moi ce jour-là. Le ministre Moukani, à l'époque, lorsque je lui dis, monsieur le ministre, redémarrer les activités dans ces conditions serait du bricolage. Et il nous avait répondu, je préfère le bricolage et je l'assume. Voyez-vous? Alors, donc, lorsque nous redémarrons l'année, bien évidemment, une année qui n'avait pas commencé en septembre 2019-2020. L'année 2019-2020 commence en janvier. Donc, on est déjà dans le dérèglement calendaire. 2019-2020 commence en janvier. On arrête en mars. Lorsqu'on va redémarrer en septembre, en septembre, il faut rattraper l'année, les autres semestres. Et c'est ce qui nous conduit à 2021, février ou mars 2021, pour reprendre l'année, pour démarrer l'année académique 2020-2021. Valoriser, professionnaliser les métiers autour de l'activité de pêche, c'est un des objectifs du programme de formation des entrepreneurs spécialisés en transformation de produits de pêche, une initiative du ministère de la Pêche et de l'économie maritime dirigée par Pascal Wani Ambouroué. Des précisions dans ce reportage signé de Maya Meza. La formation du jour avait pour objectif de donner aux participants les notions de bonnes pratiques dans le domaine de l'écaillage du poisson, mais aussi une meilleure de la chaîne de froid et de l'hygiène. Ces derniers ont bénéficié de l'expertise de 2 formateurs. Là, c'est toujours la pratique. Le ministère de la Pêche et de l'économie maritime a mis en place un plan d'urgence d'accélération de la transformation du secteur pêche en 5 axes d'orientation majeurs. Le premier volet concerne l'état des lieux du secteur pour mieux appréhender les réformes nécessaires à court, moyen et long terme
pour rendre le domaine maritime plus dynamique. Le second volet porte sur l'articulation juridique. Le troisième volet relève des partenariats publics-privés. Le quatrième volet renvoie à la formation. Enfin, le cinquième volet est lié à l'investissement. Cette première formation est l'une des amorces du projet de développement de la pêche marine et de la transformation des produits halieutiques. Avec la philosophie de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Alain-Claude Bilebinze, qui se veut patriotiquement engagé et pragmatiquement durable, il s'agira d'implémenter une démarche de protectionnisme éducateur qui consistera à protéger les activités de transformateurs de pêche pour qu'elles deviennent prospères avant de leur permettre de réintégrer la concurrence par une approche de préférence nationale dans ce type de métier. Des attestations de participation ont été remises aux différents récipiendaires. De ce fait, le ministère a également procédé à la réouverture officielle du corridor de pêche situé dans la zone de l'estuaire du Komo. Après son lancement au Kapal, cette formation au profit des transformations des produits de pêche s'étendra sur tous les centres de pêche du territoire national, car celle-ci a pour objectif de toucher 1200 à 2000 écailleurs répertoriés dans l'ensemble du pays. Et pour résoudre le chômage des jeunes, applaudissements à Monsieur le Président. L'actualité à l'intérieur du pays. L'onkumu, légume très prisé par de nombreux ménages dans le pays, est au centre d'une polémique à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. À l'origine, l'augmentation de son produit de vente. Wilson Wobakassa nous fait le point. Très prisé par les nombreux ménages du Gabon en général et ceux du Haut-Ogooué en particulier, l'onkumu, de son vrai nom Nyetom africanum, cette petite liane des sous-bois à feuilles très comestibles a failli créer une psychose ces dernières semaines due à l'augmentation de son prix de vente par certains fournisseurs. Ça nous a fait vraiment du mal parce que c'est la nourriture de chez nous, mais le prix était augmenté. Non, c'est déjà 300 le paquet, là c'est bon, ça nous arrange. Ça nous a dérangé, ça nous a embêté parce qu'à un moment quand tu viens avec le prix de 300, tu arrives sur le lieu, c'est 400 ou 500 le paquet. Donc à un moment ça nous dérangeait, mais pour le moment ça va déjà parce que le tarif a été baissé. Malgré la réaction des autorités compétentes sur la régulation du prix de ce fameux légume, certains ravitailleurs s'entêtent à maintenir leurs coûts, suscitant parfois l'indignation des commerçantes. L'onkumu avant c'était 200 le paquet, mais là on a augmenté l'onkumu à 300, ce n'est plus 300. Nous on paye maintenant un paquet d'onkumu à 500. C'est de jamais vu, comme si on était peut-être en France ou bien en Algérie ou bien on était dans un pays qui est loin de nous. Face à ce bras de fer avec les autorités, les approvisionnaires s'expliquent. L'onkumu revient du Congo. Ça traverse beaucoup de frontières. Ça traverse combien de frontières? Ça vient jusqu'ici au Gabon. À la fin, on a beaucoup de dépenses, on a des contrôles qu'on paye sur la route, on a les contrôles des postes de contrôle du Congo qu'on paye. Donc, il faut que nous envoyons nos marchandises, puisqu'on récupère aussi nos dépenses. C'est à cause de ça que les routiers prennent la peine de vendre l'onkumu à 400 le paquet. Pour l'heure, le prix du onkumu proposé par les commerçantes à Franceville varie en fonction du prix d'achat par ces dernières. Hors de nos frontières, à présent, après l'assassinat d'Arsène Salomon Mbani Zogo, plus connu sous le nom de Martinez Zogo, directeur de radio et journaliste camerounais, la colère et la peur animent les pères de ce corps de métier dans le pays. Dans cette épreuve douloureuse, les journalistes lui rendent un vibrant hommage. Ses confrères et consoeurs sont venus déposer fleurs et bougies au siège de la radio privée du journaliste décédé, Amplitude FM à Yaoundé, où Martinez de son vivant animait une émission dans laquelle il dénonçait l'affairisme et la corruption dans ce pays d'Afrique centrale, dirigé depuis plus de 40 ans par Paul Biya et son puissant parti, le RDPC. On ne peut pas être dans un pays où d'honnêtes citoyens doivent avoir peur des criminels et des corrompus. Non, je pense que céder à la peur, ce serait montrer que Martinez Zogo est mort pour rien. Parce qu'en réalité, il est mort pourquoi? Il est mort simplement parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses qui se passent dans ce pays, parce qu'il pensait que notre pays mérite mieux.
Et le message qui est envoyé à travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire. Depuis la découverte du corps sans vie de Martinez, plus rien ne va au niveau de sa radio. Vous tous vous le constatez depuis ce matin, l'ambiance depuis hier, jour de la découverte macabre de notre confrère et chef de chaîne Martinez Zogo, l'ambiance est morose au niveau de la radio Amplitude FM. Rien ne tourne plus à la normale. Reporters sans frontières appellent les autorités camerounaises à tout mettre en œuvre pour identifier et emmener devant la justice les auteurs de ce crime audio. Si les résultats de l'autopsie ne sont pas encore connus, un communiqué du gouvernement fait état d'un corps qui a visiblement subi d'importants sévices. Pour l'heure, ni le chef de la police, ni le procureur ne se sont exprimés officiellement. Toujours à l'étranger, à l'occasion de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, le phénomène de la restitution des œuvres d'art pillées pendant la période coloniale, plusieurs pays du continent se sont mobilisés dans un combat diplomatique pour amener ces objets d'art dans leur pays d'origine. Le récit est signé Sidela Niman. Le Nigeria, la Namibie, le Bénin, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire font partie des pays qui se sont vus restituer des artefacts anciens pillés lors de l'époque coloniale. Des milliers de bronzes du Bénin, plaques et sculptures en métal datant du XVIe au XVIIIe siècle, devenus le symbole des débats sur la restitution des œuvres pillées, avaient été volés dans le palais de l'ancien royaume dans le sud du Nigeria actuel. En Éthiopie, des objets d'art qui avaient été volés par des soldats britanniques il y a plus de 150 ans ont également été restitués. Au Sénégal, c'est une épée, des totems et des sceptres qui sont retournés dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, des milliers d'artefacts africains sont toujours exposés, répartis dans des centaines de musées en Europe. À lui seul, le musée ethnologique de Berlin possède 530 objets historiques provenant de l'ancien royaume du Bénin, dont 440 bronzes, considérés comme la plus importante collection après celle du British Museum de Londres, qui en possédait 3000. La restitution des biens culturels est une victoire diplomatique pour les pays africains. À présent, l'enjeu est de les conserver et de les valoriser. Conservateurs, guides, restaurateurs, les pays manquent souvent de professionnels qualifiés. C'est pour ça que le gouvernement béninois mise aujourd'hui sur la formation des jeunes pour résoudre le problème. Au Bénin, l'École du patrimoine africain est un établissement universitaire qui a été créé pour former à la conservation du patrimoine culturel. Ces restitutions sont liées à un débat plus large sur la responsabilité du colonialisme en tant que crime contre l'humanité. Ce n'est qu'il y a 2 ans que l'Allemagne a officiellement reconnu un génocide perpétré en Namibie. Entre 1904 et 1908, plus de 80% de la population des Hereros et 50% des Namas de Namibie sont assassinés par les soldats allemands. Cap en République démocratique du Congo, nouvelle attaque de forces armées de l'ADF dans l'est du pays. Le bilan fait état de 24 morts et 10 personnes kidnappées dans la nuit du dimanche 22 à lundi 23 janvier. Leslie Nanaka. Dans la nuit du dimanche 22 à lundi 23 janvier, les habitants du village de Mukwege, dans le territoire de Beni à l'est de la République démocratique du Congo, ont été victimes de massacres perpétrés par des forces démocratiques alliées. Le bilan de l'attaque fait état d'au moins 24 civils tués et une dizaine d'autres kidnappés. D'après l'armée congolaise, les forces démocratiques alliées se sont brusquement retrouvées dans ce village lors de la fuite des offensives des troupes congolaises et ougandaises tenues d'assurer la sécurité et de neutraliser ce groupe armé dans la région. À leur passage, les assaillants ont exécuté 17 personnes qui se trouvaient dans une buvette, incendié 7 maisons d'habitation et pillé 3 pharmacies et 11 boutiques. Le groupe de militaires présents sur les lieux en effectif réduit n'a pas réussi à empêcher les tueries. Selon les experts des Nations Unies et le porte-parole militaire de la région, le groupe armé, ADF, se servirait de ce genre d'attaque pour enrôler de nouvelles recrues afin de renforcer ses effectifs, mais aussi pour se procurer certains produits pharmaceutiques. On rappelle, le groupe armé ADF, apparu en Ouganda et installé en République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans, constitue une réelle menace pour les populations de la région est du pays. Malgré les efforts entrepris par les autorités et la pression militaire accentuée, la violence de leurs actions perdure en RDC.
Un mot de sport pour clôturer cette édition d'information. En séjour au Gabon, la championne d'Europe de kickboxing, championne intercontinentale de la même discipline, Christelle Bardot, ambitionne de développer cette discipline sportive au Gabon, tant chez les femmes que chez les hommes. Regardons. Idéalement, ce que j'aimerais, c'est créer une académie ici pour la jeunesse gabonaise, pour sortir aussi des femmes boxeuses, en faire des championnes, les hommes aussi, hein, mais c'est vrai que j'axe pas mal sur les femmes, parce que je trouve que, donc, vu que c'est un sport difficile, on ne laisse pas forcément la place aux femmes dans ce sport. Et moi, j'ai envie de montrer qu'on peut y arriver, et j'en suis la preuve qu'on peut y arriver. Donc c'est vrai que le projet de créer une académie ici, ce serait génial. Faire des interventions dans les lycées, dans les collèges, dans les primaires, pour donner envie à cette jeunesse de faire comme moi, d'y arriver, d'être médaillé, d'être champion d'Afrique, champion du Gabon. Franchement, ce serait génial. Pourquoi pas créer un championnat? Voilà, c'est plein d'idées, plein de petits projets qui, je pense, pourraient être concrétisés. Mais voilà, je suis encore un petit peu dans la réflexion. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.